La dette mondiale vient d'atteindre un niveau historique qui datait de la Seconde Guerre mondiale. Des États sont déjà officiellement en situation de faillite et d'autres devraient faire pareil dans les prochains mois. Dans cette vidéo, on va voir quels sont les États qui sont en défaut de paiement et pourquoi ce ne sont pas forcément les pays les plus endettés qui se retrouvent en situation de faillite. On verra quels sont les prochains pays qui risquent de ne pas payer leurs dettes et vous allez aussi découvrir comment placer votre argent dans cette période où les obligations d'État sont de plus en plus risquées. Et non, ce n'est pas forcément en investissant dans des actions d'entreprise, ça devrait vous surprendre. La dette mondiale a atteint 277 milliards de dollars. Ça représente 365% du PIB mondial fin 2020, alors qu'en 2019, on était seulement à 290%. Ça fait une hausse de 26% de la dette en seulement 2 ans. La dette totale sur la planète a bondi de 15 000 milliards durant la crise sanitaire, en quelques mois seulement. À cause des coûts de la crise économique, bien sûr, elle atteint donc maintenant 277 000 milliards. C'est pas possible. Ça représente quasiment la valeur ajoutée de 4 années d'activité économique de la planète. C'est très exactement 365% du PIB mondial. Même au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les engagements financiers n'avaient pas atteint un tel niveau. Le nombre de pays à fort risque de défaut de paiement est passé de 15 à 35 en 6 mois, et le nombre de pays à risque intermédiaire n'a pas tellement évolué en passant de 31 à 32. Par contre, pour ce qui est des pays à risque de faillite faible, ce nombre est passé de 33 à 14, donc on est clairement rentré dans une période à risque où les pays vont avoir de plus en plus de mal à rembourser leurs dettes et où les défauts de paiement risquent de s'enchaîner. Le problème, c'est que le montant de ces dettes d'État augmente fortement et que les intérêts de ces dettes augmentent aussi, sont même en train d'exploser pour certains pays, comme c'est le cas pour certains pays émergents, dont les intérêts ont été multipliés par 2 en seulement 10 ans. Ces intérêts des pays émergents, ils étaient en moyenne de l'ordre de 5% en 2010 et ils sont aujourd'hui à 10%. De l'autre côté, on a les intérêts des pays développés qui ont diminué sur cette même période en passant en moyenne de 5% à 3%. Donc on voit clairement que les investisseurs sont de moins en moins nombreux à vouloir prêter aux pays en développement et qu'au contraire ils se tournent plutôt vers la sécurité en prêtant à des pays beaucoup plus développés. Donc voilà la spirale infernale dans laquelle sont de nombreux pays en développement et ce qui explique qu'il y a déjà davantage de pays en défaut de paiement ou en restructuration de dette que durant la crise de 2008. À l'époque en Europe on parlait beaucoup de la Grèce, je pense que vous en rappelez tous, qui avait évité de justesse la faillite grâce notamment à l'Union Européenne mais grâce aussi au Fonds monétaire international, mais il y a aussi l'Équateur et la Côte d'Ivoire qui ont dû restructurer leurs dettes, c'est-à-dire tout simplement négocier avec leurs créanciers et aussi être contraints de réformer leur économie avec souvent des décisions très compliquées pour les peuples. En 2020, on a déjà 6 pays qui sont dans cette situation avec l'Argentine, le Liban, on a aussi à nouveau l'Équateur, la Zambie et on a aussi le Belize et le Suriname qui sont 2 petits pays d'Amérique du Sud. Ce qui est étonnant par contre, c'est que ces pays ne sont pas forcément les plus endettés au monde. Donc voilà le classement des 15 pays les plus endettés. Et le Japon est premier avec 238% de dette par rapport à son PIB, c'est énorme. Ensuite, on a la Grèce avec 177% et ensuite l'Italie avec 133% de dette par rapport à sa production intérieure brute. Vous voyez que la France est 8e et le seul pays de la liste dont la dette pose problème actuellement, c'est l'Argentine, alors que c'est seulement le 10e pays le plus endetté au monde. Là, je vous ai mis ce qu'on appelle le swap de défaut de crédit. C'est la somme que les investisseurs doivent payer pour se couvrir en cas de défaut d'un pays. En quelque sorte, c'est une assurance pour les personnes qui investissent dans des obligations d'État. Et là, c'est les swaps sur 5 ans, donc l'investisseur doit payer 55% de son investissement pour être couvert en cas de faillite de l'Argentine dans les 5 prochaines années. Et on voit que l'assurance la plus chère, elle concerne l'Argentine à 55%, donc c'est le pays qui a le plus de risques de faire faillite d'après les marchés. On va se demander pourquoi les pays les plus endettés ne sont pas forcément en défaut de paiement, alors que d'autres pays beaucoup moins endettés font faillite. Donc on va prendre les 3 pays les plus endettés au monde qui sont le Japon, la Grèce et le Portugal. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces 3 pays ont 3 choses très
très importantes. Tout d'abord, ils sont en croissance économique, c'est-à-dire que leur production de richesse augmente régulièrement. Deuxième chose très importante, c'est qu'ils maîtrisent l'inflation, ça veut dire que les prix augmentent légèrement chaque année, ce qui est sain pour l'économie. Et la troisième chose que ces trois pays ont en commun, c'est qu'ils ont une monnaie forte et stable avec le yen pour le Japon et l'euro pour la Grèce et le Portugal. Donc voilà, pour les monnaies, je vous ai mis les indices, donc l'indice yen notamment qui représente l'évolution de la devise japonaise face aux autres principales devises qui a légèrement baissé de 0,1%. Et on a aussi l'indice euro, pareil, qui représente l'évolution de cette monnaie par rapport à un panier d'indices étrangers. Donc cet indice euro, il a diminué de 2,78%, ce qui est une baisse qui est très faible et tout à fait acceptable pour une monnaie. Donc ces bons résultats économiques et la politique de leur banque centrale, ça permet à ces trois pays d'emprunter de l'argent à des tarifs qui sont très réduits sur les marchés financiers. Là, vous voyez le taux d'intérêt sur 5 ans du Japon qui est même négatif à moins 0,1% et celui du Portugal est encore mieux à moins 0,4%. C'est-à-dire que les obligations d'État du Japon et du Portugal sont tellement populaires que depuis quelques années, ces pays gagnent de l'argent en empruntant. Pour ce qui est de la Grèce, elle emprunte quand même à un tarif qui est très intéressant à plus 0,01% sur ses obligations à 5 ans. Et maintenant, on va comparer ces résultats économiques avec les données de l'Argentine et vous allez voir que son économie n'est pas du tout dans la même situation. En termes de croissance économique, l'Argentine n'arrive pas à avoir une croissance économique régulière. Leur seule année de croissance depuis 2016, c'était en 2017, sinon leur économie s'est contractée chaque année. Donc vous voyez qu'on est en négatif en 2016, en 2018, en 2019, et on a seulement une année positive en 2017 avec 2,6%. Et en 2020, la chute devrait être encore plus dure à cause de la crise du Covid. Le gouvernement argentin tente de réduire ses déficits en créant de la monnaie, ce qui conduit à une explosion des prix. L'Argentine a une inflation supérieure à 10% depuis 2010 et en 2019, on a même eu une inflation record qui a atteint 52% sur l'année. Aujourd'hui, les caisses de l'État sont vides. L'inflation a dépassé les 52% en un an et plus d'un Argentin sur 3 vit sous le seuil de pauvreté. Avant, un kilo de pain valait 20 pesos. Maintenant, c'est entre 80 et 100. Parfois, vous pouvez même le trouver à 120 pesos. La troisième donnée qui est catastrophique pour l'Argentine, c'est sa monnaie, le peso argentin, qui s'est effondré de 51% suite au défaut de paiement de l'État qui s'est déroulé en 2001. Et vous voyez que cette monnaie, elle continue de s'effondrer, elle a encore chuté de 42% rien qu'en 2019. Donc le gouvernement argentin imprime des quantités énormes de monnaie, ça leur permet d'éponger leur déficit à court terme, mais au final, la monnaie perd de sa valeur et même les investisseurs fuient cette monnaie ou ils misent à la baisse sur le peso argentin. Donc le pays est clairement dans une spirale infernale. Voilà l'évolution de sa dette depuis 2010. Donc on pourrait se dire que la dette a diminué en 2010, mais c'est suite à un énième défaut de paiement qui s'est soldé par une nouvelle restructuration. Et ensuite on a la dette de l'Argentine qui n'a fait qu'augmenter chaque année et elle a même été multipliée par 2 entre 2014 et 2019 en passant de 43% à 89% du PIB. Donc voilà le cercle vicieux dans lequel se trouve l'Argentine. Elle a déjà fait défaut 4 fois depuis 2001. Elle a été aussi exclue des marchés financiers pendant 13 ans. Elle a plusieurs procès en cours avec ses créanciers auxquels elle est clairement soumise depuis le début des années 2000. Donc voilà à quel taux emprunte l'Argentine pour des obligations d'une durée de 5 ans. Vous voyez en 2020 qu'elle empruntait à 53%, donc ça c'est un taux d'intérêt de sa dette. Ce taux d'intérêt il est même monté à 499% en 2014. Ça c'était la période pendant laquelle le pays a été à nouveau accepté sur les marchés financiers après son exclusion qui a duré 13 années. Évidemment, cette politique économique catastrophique, elle a des conséquences dramatiques sur son peuple. Le taux de pauvreté qui était déjà à 18% en 2018, il est passé à 30% en 2020. Pour rappel, le taux de pauvreté, ça comprend les personnes qui vivent avec moins de 2 $ par jour, ça fait 1,80 € par jour. Donc vous voyez que c'est le peuple et surtout les plus pauvres qui au final payent le prix des mauvaises politiques économiques. Maintenant on va voir qui détient cette fameuse dette mondiale et vous allez comprendre que certains créanciers sont très gourmands. Quand un État ne peut plus payer les intérêts de sa dette, une réunion est organisée avec ses créanciers qui souhaitent évidemment récupérer leur argent. Et ces créanciers peuvent être d'autres États, ça peut être des banques ou des institutions comme le Fonds monétaire international. Donc on va s'intéresser aux créanciers des pays les plus en difficulté actuellement. Ce sont évidemment les pays émergents dont on a parlé un petit peu au début. Donc voilà les principaux créanciers
des pays émergents. Donc vous voyez que depuis 2014, c'est la Chine qui détient la majorité de la dette des pays émergents avec 350 milliards de dollars. Vient ensuite la Banque mondiale avec 300 milliards de dollars, puis le Club de Paris, c'est un regroupement des principales puissances mondiales, donc on a dedans les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et aussi le Japon. Ce Club de Paris détient 200 milliards de dollars de créances. Et ensuite, on a le Fonds monétaire international qui détient un peu moins de 100 milliards d'obligations d'État des pays émergents. Ce qui est impressionnant, c'est l'évolution de la Chine qui, depuis 2008, a prêté massivement aux pays émergents depuis la crise des subprimes. Et ces prêts chinois, ils ont été multipliés par 7 en passant de 50 milliards à 350 milliards de dollars en seulement 9 ans. Donc la Chine prête de plus en plus à des pays émergents et notamment en Afrique où elle a de grandes ambitions. China is Africa's largest trading partner and has already spent billions of dollars in investment and loans, with the promise of much more to come. From roads and railways to ports, the Chinese government is backing large-scale projects across Africa as part of its so-called Belt and Road Initiative. Now, the leaders of around 50 African countries have been in Beijing for a 2-day summit. China's President Xi Jinping offered them $60 billion in new financing deals and says the investments come with no political strings attached. He's also promising to waive the debts of the poorest African countries. Ces investissements et ces prêts en Afrique de la part de la Chine, ils sont évidemment pas désintéressés. La Chine a refusé de rejoindre le Club de Paris, on en a parlé un petit peu, c'est le club qui permet aux pays en difficulté de restructurer leurs dettes. Et les Chinois refusent systématiquement les allègements de dettes et préfèrent sauver leurs propres fonds d'investissement. C'est ce qui s'est passé notamment avec la Zambie en octobre. Ce pays avait emprunté plus de 3 milliards de dollars à des banques publiques chinoises et il est aujourd'hui en très grande difficulté avec ses créanciers chinois qui refusent catégoriquement de négocier. Autre solution possible pour un pays qui est en défaut de paiement, ça va être de demander des nouveaux délais de paiement pour gagner du temps. Les créanciers en général n'ont pas tellement le choix parce que se lancer dans une procédure judiciaire, ça demande beaucoup de temps, surtout sur la scène internationale. Donc on convient en général de nouveaux délais de paiement. Mais ce que demandent la plupart du temps les pays en difficulté, c'est une restructuration de leurs dettes. On l'a évoqué juste avant, c'est un regroupement de toutes ces dettes en une seule. L'intérêt, c'est tout simplement de payer moins d'intérêts, mais ça demande aussi de longues négociations avec les créanciers, et ces créanciers ils sont de plus en plus nombreux depuis l'émergence des hedge funds. Alors les hedge funds, c'est des fonds d'investissement qu'on appelle aussi fonds alternatifs et qui sont réservés aux plus riches. Pour y investir, il faut faire partie en général d'une banque privée ou être un investisseur accrédité aux États-Unis. Un investisseur accrédité, c'est tout simplement une personne qui a un patrimoine d'1 million de dollars ou qui gagne plus de 200 000 dollars par an. Et ces fonds de placement, c'est vraiment du haut de gamme et ça propose des rendements élevés. Donc ces placements, ils sont très exigeants quand ils investissent leur argent. Donc on va revenir sur le cas de la Zambie parce que ça illustre très bien les nouveaux rapports de force qui sont à l'œuvre entre les États et les créanciers. Il y a encore quelques années, quand un État était en défaut de paiement, il réunissait dans une pièce ses créanciers, qui étaient en général des grandes banques occidentales. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'intervenants et tellement d'intérêts différents, notamment avec l'arrivée de la Chine, mais aussi avec l'explosion du nombre de hedge funds, qu'il est devenu très compliqué d'arriver à une restructuration de la dette d'un État. On va voir un petit peu les derniers chiffres, ça le montre clairement que malgré l'explosion du nombre de pays en défaut de paiement ces dernières années, vous voyez que le nombre de restructurations de dettes a fortement diminué pour laisser place aujourd'hui à de longues procédures qui se finissent souvent devant les tribunaux internationaux. Comme ce procès qui a duré 14 ans et qui a été perdu par l'État argentin, qui a été contraint de payer 4,65 milliards de dollars au hedge fund américain Elliott Management en 2016. Maintenant que vous en savez un peu plus sur les détenteurs de la dette mondiale et sur ces procédures de restructuration de dette, on va se mettre à la place des investisseurs particuliers et vous allez découvrir comment placer votre argent pour vous couvrir en cas de faillite d'un État et même en cas d'effondrement du système financier. Oui, rien que ça. La première stratégie, elle va vous permettre d'avoir des rendements réguliers en investissant dans des titres d'obligations d'État développés. Une chose importante à savoir, c'est que plus ces titres d'obligations prennent de la valeur, plus les taux d'intérêt des États baissent. Ça explique pourquoi les pays développés ont des taux d'intérêt qui sont faibles, voire négatifs. C'est parce que les investisseurs sont nombreux à vouloir leur prêter de l'argent. Donc je vais vous présenter des titres d'obligations d'État développés qui ont de la croissance économique évidemment et peu d'inflation. Le premier pays, c'est les États-Unis. Je vous ai mis le fonds DTLA que vous pouvez retrouver
chez votre courtier. Donc on est sur une belle tendance haussière avec cet actif. En 2020, on a déjà un rendement de 16%. Le deuxième placement que je voulais vous montrer, c'est des titres d'obligation du Royaume-Uni avec l'actif GLTL qui a connu une hausse de 7%. Donc voilà, belle tendance haussière aussi pour ces obligations à 15 ans du Royaume-Uni. Ensuite, je vous mets aussi un fonds très intéressant avec ces obligations d'État de l'Allemagne et ce fonds qui s'appelle SDEU qui a enregistré une hausse de 4,5% depuis janvier. Et enfin, dernier fonds obligation, je vous mets la France avec IFRB qui a eu un rendement quand même de 4% cette année. Pour ceux qui sont français, ça vous permettra de gagner de l'argent mais aussi d'aider votre pays à se financer à des taux très avantageux. Je voulais aussi vous montrer un placement qui peut être très intelligent en prévision de la prochaine crise financière. Ce placement, c'est l'or qui a tendance à prendre de la valeur dans les périodes d'incertitude et notamment en période de crise. Donc voilà un actif financier qui est indexé sur la valeur de l'or. C'est très simple, son nom c'est Gold, G-O-L-D, et il a augmenté de 15% en 2020. Je vous ai aussi gardé pour la fin 2 actifs pour vous protéger en cas d'effondrement du système financier. Ça peut arriver. Si on a appris quelque chose ces derniers temps, c'est que tout est possible, surtout le pire. Donc autant être prévoyant. Ce premier placement, c'est encore de l'or, mais cette fois c'est de l'or physique que vous allez pouvoir stocker dans un coffre en Suisse qui est totalement indépendant du système bancaire. Vous pourrez soit vous le faire livrer, soit le laisser dans votre coffre. Vous pourrez aussi le revendre en un clic, c'est vraiment pratique. Je fais pas un placement de produit, mais je vous conseille clairement le site Gold Avenue. Ça appartient à MKS Group, c'est le leader mondial des métaux précieux. Et vous pouvez acheter de l'or à partir de 60 €. Le dernier placement anti-crise que je voulais vous dévoiler, c'est le Bitcoin. Vous pouvez y accéder soit via un fonds indexé sur le Bitcoin qui s'appelle 0LNB, que vous pouvez retrouver chez tous les courtiers sérieux. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le Bitcoin il se comporte de plus en plus comme une valeur refuge. Et évidemment, si un jour les citoyens venaient à perdre confiance en leur banque et en leur monnaie, on a le Bitcoin qui serait clairement renforcé par cette situation. Donc voilà, vous pouvez aussi en acheter directement du Bitcoin sur une plateforme qui s'appelle Coinbase. Ça vous permettra de vous couvrir en cas d'effondrement du système financier. Pensez à mettre un like et un commentaire si vous avez aimé la vidéo, ça m'aide énormément dans le référencement de la chaîne. Pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous êtes intéressé par la bourse, j'offre une formation qui vaut normalement 99 €. C'est la formation Nasdaq Trading dans laquelle vous allez apprendre des stratégies pour gagner un complément de revenu grâce au trading. Donc cliquez sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour télécharger gratuitement la formation. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.